Voilà, donc moi je vais vous présenter une séquence, une analyse de séquence qui se déroule en classe. On est en train de travailler à cet instant-là sur l'immersion et la réalité virtuelle pour la formation dans les métiers de la relation client. Avant de vous présenter la séance en elle-même, vous précisez peut-être quelques points de repère qui sont ceux que j'ai pu observer dans le cadre des visites que j'ai faites en classe auprès du numérique, et puis bien sûr dans le cadre de tous les échanges que j'ai avec les collègues sur la question du numérique. Ensuite, je vous présenterai la séance, ou plutôt le scénario, qui est construit par un professeur de lycée professionnel, qui est Julien Chevet, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc il s'agit d'un lycée professionnel rural, dans la Sarthe, dans l'Académie de Nantes. Et puis enfin, je vous présenterai les interrogations qui demeurent, qui ne sont pas forcément les siennes d'ailleurs, qui sont celles que j'ai pu mutualiser à l'occasion des échanges que j'ai eus. Alors concernant les points de repère, ce matin, on nous a assez souvent parlé de la méthode des petits pas. C'est vrai que quand on voit une équipe pédagogique, un établissement, un enseignant commencer à se diriger vers le numérique, de façon assez générale, je crois, c'est d'abord l'usage pédagogique qui intéresse, c'est-à-dire que les enseignants vont se saisir d'applications qui sont somme toute assez faciles à mettre en route et qui aident à soutenir la motivation des élèves. Ce matin, l'intervenante de Microsoft nous parlait de Kahoot et donc de l'ensemble des questionnaires qu'elle avait pu constituer à cet instant-là. Ensuite, on constate assez régulièrement que les professeurs vont attendre de ces moments numériques des pratiques collaboratives entre les élèves. On pense que les élèves vont davantage collaborer, qu'ils vont communiquer, que parfois même de l'intelligence collective va émerger, puisqu'ils vont se mettre tous autour de cette application et vont chercher à résoudre des questions. Le point essentiel aussi qui est souvent évoqué, c'est le moment en entreprise, que ce soit les stages pour la voie technologique peut-être, je ne sais pas, ou bien sûrement les PFMP pour les élèves de lycée professionnel, ça j'en suis certaine. C'est le moment où les élèves valorisent les compétences acquises auprès des tuteurs. Alors on n'est pas évidemment sur des tuteurs de très grande structure qui en général disposent des compétences sur la mobilisation des outils numériques, mais sur de petites structures, dans de toutes petites structures, on voit que les élèves rendent service et qu'ils donnent parfois un sacré coup de main au tuteur en utilisant une solution numérique alors que le tuteur était toujours sur une solution classique. Et puis on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois que le second pas, ou le deuxième pas d'ailleurs, ça serait plus approprié parce qu'il y en aura d'autres derrière, le deuxième pas se situe plutôt dans les outils professionnalisants et là on commence à faire entrer dans la classe des outils où on convoque, comme le disait Christine ce matin, on convoque les organisations dans la classe avec les outils professionnels. Bon, voilà 4 points de repère qui valent ce qu'ils valent. Ce n'est pas du tout une approche scientifique, mais en tout état de cause, ce qu'on voit apparaître à chaque fois, c'est ce changement de posture que les professeurs engagent. Certains sont assez à l'aise pour l'engager, et pour d'autres, au contraire, c'est assez complexe parce que ça réinterroge, comme on nous le disait ce matin, le rapport que l'on a au savoir et ce monde incertain dans lequel on s'engage assez souvent quand on ouvre la porte du numérique. Bon voilà, 5 points de repère. Ensuite, concernant la situation professionnelle, donc on est dans les métiers de la vente, il s'agit d'un moment d'immersion professionnelle. Les élèves vont avoir à créer un site. Donc le professeur va utiliser un éditeur de site et il crée le site pour une entreprise une entreprise spécialisée qui peut être interne à leur lycée et qui va s'adresser à des professionnels ou des particuliers. Donc ici, le professeur choisit en fait d'activer sur le site la possibilité de l'échange par chat avec les internautes ou avec les mobinautes, puisqu'il utilise un système d'éditeur qui est utilisable bien sûr sur PC, mais aussi sur tous les outils mobiles. Et les élèves, à cet instant-là, vont pouvoir organiser et répondre à des réservations en ligne ou vont tout simplement répondre à des demandes qui sont formulées par le client qui se connecte sur le site et qui commence
la conversation, et l'élève donc, qui est vendeur lui répond à cet instant-là. Le deuxième temps de son scénario, c'est la prise de contact. Donc on a une prise de rendez-vous qui s'est faite en ligne, hein, et les élèves ont constitué une carte de visite sur laquelle, au moyen d'un QR code, hein, ils peuvent visualiser un catalogue numérique. Ils ont l'habitude d'utiliser ces outils-là et ils les utilisent aussi dans une autre situation d'ailleurs. Ils ont l'habitude de mettre sur une carte de visite personnelle les QR codes qui correspondent à leur CV, à leur lettre de motivation et parfois même à leur portfolio sur leur acquis de compétences, ce qui les aide évidemment lorsqu'ils sont en recherche de PFMP. Donc le deuxième temps se passe chez le client. Et puis, à cet instant, le prof utilise un outil de création graphique, il utilise un logiciel de création de brochures et il utilise un générateur de QR code. Pour tous ceux qui ont pu voir le Geniali, qui a été déposé sur le site CERTA, vous avez vu hein, le processus avec l'ensemble des outils. Et puis, à l'issue de cette journée, on pourra mettre le second Geniali qui comprend les liens avec l'ensemble des tutoriels, des applications qui sont présentées si vous voulez les utiliser. Troisième temps, la prise de rendez-vous donc a été faite. Le client a exprimé ses besoins, on lui a proposé une série de produits, de meubles en l'occurrence. Et donc les élèves vont se rendre chez le client et proposer au client, avec un système de réalité virtuelle qui produit une aura, vont proposer aux clients en fait, de visualiser les objets qu'ils ont choisis dans leur espace. Donc ce système d'aura, je pense que vous le connaissez peut-être, ça permet tout simplement de visualiser à un endroit prédéterminé une image particulière. Donc c'est utilisé ici pour visualiser les meubles, mais ça peut aussi être fréquemment utilisé dans les magasins pédagogiques, dans lesquels on a pratiquement toujours les mêmes rayons, enfin les mêmes produits en rayon, et on peut très bien reconstituer un rayon avec ces produits virtuels en utilisant le système d'aura. Les élèves, on va dire à cet instant-là, travaillent sur des produits pour lesquels ils ont davantage d'appétence ou d'adhésion. Et si on utilise bien sûr la réalité augmentée, on peut avoir les fiches produits qui apparaissent via les QR codes. Donc à cet instant-là, le professeur utilise un outil de dessin, de plan en 3D, et un système de réalisation en réalité augmentée. Bon, alors évidemment, bon, c'est un scénario, vous l'avez vu, hein, qui embrasse une série de situations professionnelles des diplômes concernés. La question qui était également posée ce matin, c'est et la plus-value formatrice pour les élèves lorsqu'on engage en fait tous ces outils numériques pour immerger les élèves dans les situations de travail. Alors, il me semble que la plus-value, en fait, c'est toujours la recherche d'un équilibre qui est parfois pas très simple à trouver entre les outils numériques dans lesquels les élèves sont immergés, et on l'a vu et on l'a entendu plusieurs fois et on l'a bien sûr observé, les élèves s'engagent dans ces activités, incontestablement. Hein. Ils se mobilisent, ils communiquent entre eux, ils interagissent. Donc, il y a de l'activité élève, il y a de la production et incontestablement, il y a de la compétence qui se fabrique. En revanche, ce sont aussi des espaces qui sont souvent retenus comme étant très chronophages. Les élèves parfois perdent un tout petit peu de vue l'enjeu de formation. Hein, ils sont détournés par autre chose et ils passent beaucoup de temps et ils veulent aller jusqu'au bout, ce qui est bien légitime parce qu'ils n'abandonnent pas une activité dans ce type d'environnement numérique. Et donc, il faut toujours se poser la question, s'agit-il d'un effet cosmétique ? C'est-à-dire, ça sert à quoi de mettre un catalogue numérique sur une carte via un QR code? Est-ce que ça change quelque chose dans la formation? Donc, est-ce qu'on a une dimension cosmétique? Et surtout, est-ce que nos élèves ne sont pas mobilisés davantage sur l'objet que sur la compétence professionnelle
qu'ils sont en train de développer via un objet. Alors, j'ai volontairement mis une position d'équilibre parce que je ne crois pas qu'il y ait un choix à faire a priori. Simplement, il y a nécessité de re-questionner à chaque fois cet équilibre après avoir réalisé la séance ou juste avant d'engager la suivante. Bon, donc les premières questions étaient une série de questions plutôt d'ordre pédagogique sur la plus-value. Et puis, bien sûr, les deux dernières, ce sont des questions qui sont assez souvent soulevées par les enseignants. Oui, je fais ça et j'utilise ces applications-là. Je vous ai mis les noms des applications précédemment, mais est-ce que je suis vraiment dans les clous? Voilà. Est-ce que ce que je fais est tout à fait conforme au règlement de la protection des données? Et c'est une question qui embarrasse la plupart du temps les enseignants parce que, sans doute, constatent-ils qu'ils utilisent des moyens qui ne sont peut-être pas complètement conformes au règlement. Et puis la deuxième interrogation qui est souvent soulevée, oui, j'utilise un système d'Aura et donc la réalité augmentée, je permets à mes élèves de vivre des situations très particulières. En même temps, je leur demande à cet instant-là d'utiliser leur smartphone personnel. Donc le fameux biode ou avec, c'est-à-dire venez avec votre équipement personnel. Et que se passe-t-il si tous les élèves n'ont pas un smartphone ou bien s'ils n'ont pas un forfait Internet? J'en suis où dans la discrimination ou dans la non-discrimination au sein de ma classe? Donc ce sont des questions importantes qui sont soulevées par les équipes pédagogiques aujourd'hui qui travaillent sur le numérique, voilà, pour lesquelles je ne pense pas qu'il y ait une réponse absolue. Enfin, mais c'est important au moins de se poser la question. Voilà, donc posons-nous la question ensemble peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions à poser à Nadège ? Voilà, ou si vous voulez répondre aux questions que Nadège se pose. Ah, et Hervé veut bien répondre à tes questions. Je me dévoue pour la première remarque. Non, tu as fait une remarque sur la mobilisation sur l'objet et la construction de compétences professionnelles. Moi, c'est pas très grave, je veux dire. C'est que ce qui me paraît important, c'est qu'ils se mobilisent déjà sur l'objet. Et c'est ce que disait Bachelard, qui, quand il faisait des cours de chimie, remarquait que les élèves étaient surtout intéressés quand ça faisait beaucoup de couleurs et beaucoup de bulles. Et de là, il passait au tableau et il faisait les équations chimiques. Et il avait utilisé ce qu'il disait un moyen impur pour arriver à la construction d'un savoir scientifiquement valide. On est un peu dans le même cas, finalement. On peut très bien, les élèves qui s'amusent avec des mobilisations sur certains objets, il y a une dimension ludique au virtuel. Il ne faut surtout pas la tuer, cette dimension ludique. Mais après, on peut avoir un travail, en effet, de réflexion un peu distanciée, d'explicitation, de retour sur expérience, qui permet de construire réellement une compétence professionnelle. Là-dessus, je crois que la question a déjà été beaucoup discutée. Je ne suis pas du tout pessimiste. Il ne faut pas tuer non plus la dimension plaisir et le bonheur qu'on peut avoir à travailler avec du numérique. C'est pas une question. Non. Bon, alors évidemment, loin de moi l'idée de tuer toute envie d'apprendre des élèves, c'est sûr. Au demeurant, ça reste quand même une question importante, peut-être au moins dans la voie professionnelle et sur certains niveaux de formation, parce que ce détour-là, sur des niveaux de formation, par exemple en CAP, devient prédominant et qu'il est compliqué, complexe pour l'enseignant de revenir justement à la phase d'institutionnalisation des savoirs et qu'on est là sur un jeu de tension qui mérite d'être anticipé. Voilà, c'était la réflexion. Qui veut la parole? Patrick, tu avais une question à poser, non? Tiens. C'est juste sur le RGPD. À partir du moment où vous avez vos listes d'étudiants avec nom, prénom, âge, domicile, adresse, numéro de téléphone et les notes,
vous devriez normalement leur demander l'autorisation et leur expliquer comment sont traitées ces données. Parce que c'est ça le RGPD, c'est des données personnelles. Donc dans ce qui a été exposé, il n'y avait pas de problématique RGPD particulière, puisqu'il n'y avait pas de données personnelles concernant des gens. Voilà. Merci Nadège.